Tout a commencé avec de l'espoir et un essai clinique pour les patients d'une maladie ultra rare. La PPE, protoporphyrie érythropoïétique, touche une personne sur 150 000 en Europe. On pense que c'est elle qui a inspiré le mythe des vampires qui ne supportent pas la lumière, car la moindre exposition au soleil provoque chez eux des douleurs insupportables. Cette maladie génétique héréditaire se déclare dès la naissance, mais les parents se heurtent souvent à l'incrédulité du corps médical et il peut s'écouler des années avant que quelqu'un ne pense à ce diagnostic. Une enquête d'Alain Orange et Fabienne Clément. On y va promener? Allez, on y va. On va faire un petit tour à la rivière. À toutes. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, Gambas, on se dépêche. Il y a le soleil. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Hop, à l'ombre, à l'ombre. Alors là, je cherche toujours les points d'ombre pour éviter le plus possible le soleil. Moi, j'essaye de sortir tôt le matin, tout de suite à 8 h. Là, le soleil il est faible. Et après, je sors le soir à partir de 19 h quand le soleil se couche. Là, je revis. Le reste de la journée, je reste à la maison. J'ai 1 heure par jour que je supporte à l'ombre, pas le soleil même. À l'ombre, je peux m'exposer 1 heure sans que ça me gratte. Mon signal, c'est les lèvres. Au moment où j'ai les lèvres qui commencent à me piquer, je sais que je dois rentrer me mettre dans la nuit. D'abord, je porte toujours des manches longues. Ça, c'est impératif, des pantalons comme ça. Et si vraiment c'est nécessaire, j'aime pas le mettre ça, mais j'ai ce chapeau qui protège vraiment de façon très idéale. Il protège ici comme ça, mais aussi aux côtés. Les joues sont bien protégées, le visage il est bien protégé. Donc si je sais que je dois rester dehors avec beaucoup de soleil, alors je prends ça avec. Mais j'aime pas le mettre évidemment parce que ça attire l'attention, le regard des gens. C'est un peu stigmatisant, donc je le mets simplement, vraiment si c'est nécessaire. Rocco et Julie souffrent tous deux d'une maladie génétique rare, la protoporphyrie érythropoïétique, ou PPE. Leur peau ne supporte pratiquement aucune exposition à la lumière du jour. Idéalement, ils devraient sortir couverts de la tête aux pieds. J'ai eu trop de méchanceté depuis que je suis petite. Tout le monde se moquait de moi, donc maintenant je ne supporte pas le regard des autres. Je ne peux pas m'habiller tout en long, donc du coup je suis prête à avoir une petite crise pour faire comme tout le monde. Quelques minutes de trop à la lumière, même indirecte ou à travers une vitre, déclenchent des douleurs qui peuvent aller jusqu'à l'insupportable. Comme sur cette vidéo d'une petite fille américaine que nous montrons à la mère de Julie. C'était pareil avec Julie. Les mêmes douleurs, les mêmes crises. Elle pleurait, elle hurlait. C'est ça leur vie en fait. Dès qu'ils ont atteint leur seuil de trop, c'est ça, noir, et puis des pleurs et des cris, et puis des douleurs, et puis c'est comme ça. Pour plein d'enfants, pour plein d'adultes qui vont pas le manifester autant. Mais ils ont la même souffrance en étant adultes. Là, c'est Julie à 1 année. Elle a déjà le nez qui est bien abîmé. C'est des périodes estivales, la plupart. Là, c'est une période de ski, une demi-journée de trop au ski. Pourtant, on était à l'ombre, on a fait tout ce qu'on a pu. Et après, il faut rester plusieurs jours dedans avec les fenêtres fermées, les stores fermés. C'est toujours dans le noir. Tant que la crise n'est pas descendue, c'est comme ça.
ça commence un peu comme des petits fourmis qui marchent sous la peau. Et là, je commence à comprendre où il faut que je fasse attention. Alors là, ça commence très rapidement à augmenter la douleur et ça se manifeste pratiquement, c'est comme des brûlures, comme si quelqu'un aurait mis le feu sous la peau. On brûle de l'intérieur, c'est comme une incendie de l'intérieur. Quand la crise est déclenchée, elle devient pire très vite, donc on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a pas de médicaments qui puissent gérer les douleurs. Elles ne sont pas gérables. Ces trajets, c'est une grosse partie du problème de cette maladie. Absolument. Moi, par exemple, je dois sortir pendant la journée, c'est vraiment un problème. C'est le quotidien vraiment qui est affecté sévèrement par cette maladie. Et vous devez y penser tout le temps. Et j'y pense tout le temps. Pratiquement chaque matin quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est de regarder hors de la fenêtre pour voir comment est le temps. Maintenant, il y a cette réflexion qui me dérange. Je la sens déjà sur la peau. La réflexion des autres vitres à travers ces vitres. Donc chaque fois, c'est une confrontation directe avec cette lumière. Une personne normale, elle n'y pense pas. Voilà, maintenant je dois regarder comment faire. Je cherche l'ombre. Je vais de l'autre côté de la rue. Ici, c'est pas ensoleillé, donc je fais ce trajet-là pour éviter le plus possible le soleil, pour atteindre l'endroit où je veux aller. Je dois adopter des stratégies comme ça pour réduire au maximum l'exposition solaire. Comme la soixantaine de patients identifiés en Suisse, Rocco est suivi par la professeure Elisabeth Minder. Cette médecin zurichoise est l'unique spécialiste du pays pour la PPE, une maladie sur laquelle elle travaille depuis plus de 20 ans. Dans la PPE, ce qui est probablement abîmé en premier par la lumière du soleil, ce sont les petits vaisseaux sanguins dans la peau. Ces vaisseaux sont détruits, du liquide se déverse dans les tissus et cause une inflammation. Si cette réaction est limitée, on ne voit rien de l'extérieur. Mais quand c'est plus fort, on arrive à des dégâts vraiment importants. Des enflures sévères, avec des plaques rouges et des plaies ouvertes. À l'origine du mal, un défaut génétique qui altère la production d'une enzyme appelée ferrokélatase. La ferrokélatase permet l'insertion d'un atome de fer dans une molécule de protoporphyrine pour former l'hème, un composant de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang. Si la ferrokélatase est défectueuse, de nombreuses molécules de protoporphyrine n'arrivent plus à se lier au fer. Elles s'accumulent dans les tissus où elles produisent des réactions phototoxiques. Ce ne sont pas les UV, mais la composante bleue de la lumière du jour qui cause cette phototoxicité. Voici le sang d'une personne saine. Lorsqu'on l'éclaire avec une lumière bleue, aucune réaction ne se produit. Sous le même éclairage, l'échantillon prélevé sur un malade devient fluorescent. La protoporphyrine accumulée dans le sang absorbe la lumière et la relâche sous forme de rougeoiement. Le même phénomène se produit dans la peau du malade. La protoporphyrine qui s'est accumulée absorbe l'énergie lumineuse. Puis, elle la relâche, non pas sous forme de fluorescence, mais de composants hautement toxiques, des radicaux libres d'oxygène qui endommagent les cellules et les vaisseaux sanguins. Je pense que les nerfs de la peau sont eux aussi attaqués par la protoporphyrine et par ces radicaux libres d'oxygène. Et ces douleurs neuropathiques continuent sur une longue durée. Elles mettent vraiment longtemps à se calmer. Dernièrement, j'ai demandé à mes patients de me décrire leurs douleurs lors des crises les plus graves.
Ils ont quasiment tous décrit la douleur maximale qu'on puisse se représenter. Pour moi, ces patients subissent une véritable torture. Avec ce trajet, c'est déjà limite. C'est un peu limite, ça commence un petit peu, une journée comme ça, mi-nuageux, mi-ensoleillé, c'est un peu dangereux pour moi. Ouais, je commence à sentir, pas vraiment des symptômes, mais des signaux qui m'indiquent qu'il faut que je commence à faire attention. Ouais. Mais c'est difficile à comprendre parce qu'on ne voit absolument rien. C'est un des points difficiles vraiment de ne pas pouvoir montrer cette maladie. Elle se manifeste visiblement que dans des cas vraiment très graves. Et parfois, les gens ne vous croient pas. Parfois, les gens ne croient pas. Même certains médecins qui ne connaissent pas la maladie ont difficulté à saisir. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Il n'y a rien de visible. Il n'y a absolument rien. C'est peut-être dans ta tête. Julie et sa mère se sont heurtées, elles aussi, pendant des années à l'incompréhension des médecins. Tout bébé, Julie pleurait sans cesse et refusait de s'alimenter, au point d'être hospitalisée à l'âge d'1 an et demi. Ils ont fait toute une batterie d'examens pour nous dire que c'était certainement une relation avec moi qui n'allait pas. C'est pour ça qu'elle refusait de s'alimenter. Donc elle est restée, je crois, une dizaine de jours en pédiatrie, avec consultation de psychologues, de psychiatres. Et on a pu sortir uniquement si elle était suivie, enfin nous avec, en psychothérapie à l'extérieur. Cette errance diagnostique va encore durer 4 longues années. Jusqu'au jour où Véronique, n'en pouvant plus, ramène sa fille en pédiatrie et exige des réponses. Là, enfin, tout se débloque. Le lendemain, on nous disait que ça venait pas de nous, ça venait pas d'elle, qu'elle n'était pas capricieuse, que nous, on ne se faisait pas des films à longueur de temps dans notre tête. Nous, on avait tout de suite compris en tant que parents qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez notre enfant. Mais que tout ce qu'on a vu, les psychiatres, les psychologues, on a vu plein de choses. Il n'y a personne qui a pris en compte vraiment la détresse où on était et puis que ce n'était pas dans notre tête que le problème. Même avec un diagnostic, aucun traitement efficace n'était alors disponible. Julie a dû grandir à l'écart des autres, privée de toutes leurs activités à l'air libre. À l'intérieur, pour moi, c'est ma zone de sécurité. C'est le seul endroit où je me sens bien. Donc, du coup, l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui me font peur. J'ai jamais été habituée à la foule, au monde. Aller manger une glace avec quelqu'un au bord du lac, j'ai jamais pu le faire. Donc du coup, je me suis fait un peu ma carapace toute seule dedans, avec ma famille. Il y a 10 ans, tout a changé pour ces malades quand un traitement a été découvert un peu par hasard. C'est l'histoire d'un beau succès thérapeutique qui a débuté en Suisse avec des volontaires et qui se retourne aujourd'hui contre ces patients qui ont joué à l'époque un rôle de pionnier. Après une vie entière passée à fuir la lumière, Rocco a vu son quotidien totalement transformé par l'arrivée d'un médicament, le Scenesse. Ce traitement ne guérit pas, mais il permet enfin aux patients d'affronter le soleil. Le Scenesse, il a changé tout. Il m'a donné une vie normale et j'ai pu commencer à faire des choses que j'avais jamais imaginé pouvoir faire. D'abord, j'ai dû vraiment surpasser ma peur de m'exposer au soleil, mais je savais si je veux savoir si ce médicament marche, je dois m'exposer au soleil. J'ai pris tout mon courage, je me suis assis devant le soleil, une journée très ensoleillée, et j'ai attendu. Qu'est-ce qui se passe? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, rien ne se passe. 40 minutes, j'avais pas de douleur. Là, j'ai commencé, ça me donne même maintenant les frissons quand j'y pense, parce que c'était là, je savais, alors là, on a quelque chose. Juliane aussi a dû vivre plusieurs décennies avant de pouvoir se traiter. Comme la plupart des personnes atteintes de PPE, elle a tout d'abord connu des années d'errance médicale. La première fois que ma mère est allée chez le médecin avec moi, le médecin lui a dit « Mais madame, voyons, le soleil n'a jamais fait de mal à un enfant. »
Et à ce moment-là, elle ne savait pas ce que j'avais. Oui, c'est ça qu'elle a entendu. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'on lui a enfin posé le bon diagnostic. Elle a ensuite été l'une des toutes premières à pouvoir bénéficier du traitement, lors d'un essai clinique en 2007. Ça a été un vrai miracle, quoi. Incroyable, ouais. De pouvoir ressentir juste la chaleur du soleil sur la peau. Et puis de ne pas avoir mal tout de suite. Et puis de pouvoir avoir une vie un peu plus normale, quoi. De pouvoir sortir dehors. Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Que j'ai vécu ça, j'avais 35 ans. Pour Julie aussi, le traitement a été une véritable renaissance. J'ai vécu comme vous tous. J'ai pu aller au soleil, à la piscine, manger une glace. Mon copain il me disait « Viens, on va faire un tour en vélo ». Et je lui disais « Mais non, je peux pas ». Et j'avais pas encore le réflexe de me dire « Ah bah si, je suis comme tout le monde, j'ai le droit de le faire ». Mais tout a changé au printemps dernier. La firme australienne Clinuvel a triplé le prix de son médicament. Il est passé de 7 000 à 19 000 francs pour un traitement de 2 mois. La plupart des assurances ont refusé de le rembourser à ce nouveau tarif, en privant brutalement leurs patients. On vous donne la carotte et puis tout d'un coup on vous enlève tout. Ça marche, tout le monde peut revivre en société et juste parce qu'on n'a pas l'argent, tu ne peux plus suivre ton traitement. Nous, c'est vraiment un coup de poignard dans le dos, ça. C'est vraiment c'est cruel. Comme beaucoup de nouveaux traitements réservés à un petit nombre de patients, le CNES n'est pas inscrit sur la liste des spécialités remboursées obligatoirement par les caisses. Il dépend de l'article 71 de l'ordonnance sur l'assurance maladie, qui laisse le choix aux assureurs de décider pour chaque patient s'ils remboursent ou non. Le rapport entre la somme à rembourser et le bénéfice thérapeutique du médicament doit être adéquat. L'assureur fixe le montant du remboursement. Résultat, une inégalité flagrante entre des patients qui auparavant bénéficiaient tous d'une prise en charge intégrale. Julie et Rocco ne sont remboursés qu'à l'ancien prix. Ils devraient rajouter tous les 2 mois 12 000 francs de leur poche, ce qui les prive de fait du traitement. Juliane est remboursée intégralement, mais pour 3 traitements par an au lieu de 6. D'autres patients continuent à être entièrement pris en charge. Rien que de très normal, selon le président de Cura Futura, qui regroupe 4 grands assureurs maladie du pays. La loi donne la tâche aux assureurs de vérifier au cas par cas si le médicament respecte un rapport de coût-utilité. C'est un terme économique qui n'est peut-être pas très beau quand on parle de médecine et de patients, mais c'est tout simplement pour dire qu'il faut avoir soin de l'argent des primes de caisse maladie que tous les assurés payent. Donc, 2 personnes, même à l'intérieur d'un même assureur, peuvent arriver à une conclusion de remboursement différente. Ceci est prévu par la loi. Le seul moyen de débloquer la situation serait d'inscrire ce médicament sur la liste des spécialités remboursées, ce qui permettrait aussi d'en négocier le prix. Mais les autorités ne peuvent pas entamer elles-mêmes cette démarche. Je crois que le problème est relativement clair. Les patients ont besoin, du moins en grande partie, de ce médicament. Il est important pour eux. Le prix est très élevé et nous n'avons pour le moment pas d'autorisation générale pour le médicament, c'est pourquoi nous ne portons aucune responsabilité. Donc la balle est dans le camp du fabricant, l'entreprise qui doit faire des démarches. La balle est dans le camp du fabricant. Tant qu'on n'a pas de demande de l'entreprise de mise sur le marché en Suisse, ni de demande d'inscription sur la liste des spécialités, nous n'avons juste rien à décider. Je trouve vraiment une injustice qu'on attaque, qu'on cible une population aussi petite qui ne peut pas se défendre. En fait, on a une 60aine de personnes en Suisse. Une population très petite qui est une cible d'enjeux politiques, économiques, je ne sais pas quoi. Et ça, déjà, je trouve très honteux qu'on fasse ça. Le fabricant a bien déposé une demande de mise sur le marché, mais auprès de l'Union européenne, qui lui offre une bien plus grande perspective de profit, car en Suisse, il n'y a que 32 patients concernés.
Le coût d'une demande d'homologation est le même qu'il s'agisse d'un médicament orphelin ou d'un blockbuster et qu'il s'agisse d'une grande entreprise ou d'une petite pharma comme Clinuvel. Pendant des années, elle a fourni le médicament gratuitement, puis à prix réduit. Aujourd'hui, il vaut 17 000 €. C'est le prix que le fabricant estime juste en regard de ses investissements, un prix que les patients suisses ne peuvent pas payer de leur poche, mais que l'Allemagne a accepté de rembourser, tout comme la Hollande, où nous nous rendons pour la suite de cette enquête. Pendant qu'en Suisse, l'accès au traitement régresse pour les 32 patients qui en bénéficiaient, d'autres pays vont de l'avant. L'Agence européenne du médicament a autorisé il y a quelques mois tous les pays de l'Union à prendre en charge le CNS. Malgré un prix aussi élevé que chez nous, la Hollande a aussitôt commencé à l'offrir à 70 patients. Ils sont tous suivis à l'hôpital Erasmus de Rotterdam. Le docteur Janneke Langendonk y dirige depuis 7 ans les consultations du centre néerlandais des porphyries. Ce traitement est un énorme progrès. Les patients ne sont pas guéris. Ils ont toujours la maladie et peuvent subir des symptômes. Mais ça leur donne de la liberté. Parce que pour eux, la question n'est pas juste d'aller au soleil, mais de pouvoir accomplir leurs tâches quotidiennes. Ces jeunes patients viennent de passer leur premier été protégés par le traitement. Ils ont rendez-vous ce jour-là pour le renouveler. Ce changement, ils l'espéraient depuis des années. Ça faisait longtemps qu'on suivait l'actualité. D'abord en Suisse, où le médicament était disponible. Ici, ça a pris plus de temps. J'étais vraiment content quand j'ai entendu que finalement, on allait aussi le recevoir. Quand j'ai obtenu un rendez-vous à l'hôpital, j'ai pleuré tellement j'étais heureuse. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis mise à pleurer. C'était un tel soulagement de savoir que je vais pouvoir me faire traiter, que ça marche et que ma vie va devenir plus simple. C'est un minuscule implant résorbable qui sert à administrer la molécule active. Elle va ensuite déployer ses effets pendant 2 mois. Nous insérons l'implant dans la couche de graisse sous-cutanée de l'abdomen. Et en 3 jours, il libère ses 16 mg de substance. Elle se lie à des récepteurs dans la peau et stimule la pigmentation. Le traitement affecte aussi les cellules immunitaires. Il crée un écran protecteur à l'intérieur de la peau et les douleurs durent moins longtemps. La molécule combine un effet de pigmentation protectrice avec des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Si la distribution du médicament a pu débuter aussi vite en Hollande, c'est parce que patients et médecins ont travaillé main dans la main pour convaincre tous les acteurs. Nous avons été proactifs. Dès mars 2015, nous avons invité le gouvernement, les assurances et l'entreprise pharmaceutique à une rencontre ici à l'hôpital Erasmus. On a discuté pour savoir comment on pourrait organiser les choses. En Hollande, on ne peut pas proposer un traitement avant qu'il ait été approuvé par l'Agence européenne du médicament. Mais dès qu'il a été approuvé, on a pu démarrer aussitôt. Jeroen Verheul est un membre actif de l'association de patients néerlandais. Pour lui aussi, la clé du succès réside dans le dialogue avec les autorités. Nous avons des contacts étroits avec les autorités. Nos politiciens sont accessibles et ils nous écoutent vraiment. Nous avions recensé combien de malades ont perdu leur emploi, ont interrompu leurs études, ont dû prendre des congés maladie.
Et nous avons pu montrer ces données. Nous avons aussi envoyé à notre ministre de la Santé des lettres de patients. Et sa conclusion a été claire. Si l'Agence européenne du médicament donnait son feu vert, grâce à notre loi sur les médicaments pour maladies rares, on allait l'obtenir et il serait remboursé. La Hollande dispose d'une législation spécifique sur les médicaments pour maladies rares. Elle facilite leur homologation et garantit une prise en charge complète. Tous les patients ont un accès égal au traitement. Moi, j'étais censé devenir agriculteur. Ce ne sera pas possible même avec ce médicament, mais je peux faire beaucoup plus de choses avec ma famille. Au lieu de sortir seulement la nuit, je peux aller dehors dès 4-5 heures de l'après-midi, quand le soleil n'est plus aussi fort. Ça fait une sacrée différence. Pendant ce temps, des patients suisses se voient privés d'un médicament essentiel à leur quotidien. Contrôler ça. Juliane est infirmière. Cette année, son assurance a réduit de moitié la fréquence de son traitement et pourrait même le stopper entièrement l'an prochain. Or, Juliane vient de commencer un nouveau travail de soins à domicile qui nécessite des déplacements incessants à l'extérieur. Dans votre travail, pour les trajets, cet implant, c'est fondamental. Ah ben oui, ça c'est sûr que je ne dois pas autant me protéger. Je fais quand même toujours attention pour éviter une crise, mais je me sens beaucoup plus légère. C'est tout ce côté de menace d'avoir une crise, d'avoir mal, et puis de ne pas pouvoir travailler parce que ça dure 3-4 jours. Avec l'implant, c'est plus le cas. Sans implant, ce travail serait possible? Je ne sais pas si j'aurais pris le risque, franchement, de postuler à ce travail. Il faut dire la vérité, quoi. Ouais. Je ne pense pas que je l'aurais fait. C'est une source d'angoisse, d'incertitude de l'avenir, et puis j'y pense pas trop actuellement. Pourtant, sans les patients suisses, ce traitement n'existerait sans doute même pas. Il y a 10 ans, c'est Rocco qui a découvert sur Internet une petite firme australienne qui développait une molécule autobronzante pour un tout autre usage thérapeutique. J'allais de temps en temps m'exposer à des lumières UV pour augmenter un petit peu mon bronzage, parce que j'avais remarqué que ça protégeait un petit peu. C'était pas formidable, mais ça endurcissait un petit peu la résistance de la peau. Et alors, j'ai pensé peut-être cette substance pourrait être utile dans notre cas. Il en parle aussitôt à la professeure Minder lors d'une rencontre de l'association des patients. À la fin du meeting, il m'a demandé si ça pourrait être quelque chose pour nous. Alors j'ai été voir et j'ai pensé, effectivement, il pourrait y avoir quelque chose. J'ai trouvé leur contact et je leur ai envoyé un mail en leur disant que j'aimerais bien conduire une étude sur la PPE avec leurs médicaments. Les autorités zurichoises ont été convaincues par la professeure Minder et lui ont donné le feu vert pour un premier essai clinique. Essai clinique qu'elle dirigera elle-même quelques mois plus tard. Nous, en Suisse, on était les pionniers pratiquement qui ont testé ce médicament. On a pris des risques en testant une nouvelle molécule et aujourd'hui, ne plus l'avoir, c'est inacceptable. J'essaie de penser qu'on l'aura, qu'on continue notre lutte pour l'avoir, parce que je ne veux pas penser à une vie sans le médicament. Je ne peux pas m'imaginer ça. C'est simplement trop injuste. Il est là, il est disponible, on pourrait nous le donner. Et donc, je ne peux même pas m'imaginer de plus l'avoir.
Pour que les patients suisses puissent à nouveau avoir accès à ce médicament, il faudrait que Clinuvel dépose une demande de mise sur le marché à Swissmedic, que le médicament soit accepté puis inscrit sur la liste des spécialités pour être remboursé par l'assurance de base. En attendant, les assureurs maladie sont libres de rembourser ou non. Le groupe mutuel est le seul à rembourser intégralement tous ses affiliés atteints de PPE. Les autres ne s'engagent pas au-delà de cette année ou ne remboursent que très partiellement, alors autant ne rien proposer. Ces patients ne sont pourtant que 32 pour tout le pays. Ce soir, avec la PPE, nous avons vu un exemple parmi d'autres. Les maladies orphelines touchent autour de 500 000 personnes en Suisse. Le Conseil fédéral a lancé un plan il y a 2 ans pour faciliter le remboursement des médicaments hors liste et des politiciens plaident pour qu'on facilite l'homologation des traitements qui ont déjà été évalués par d'autres pays européens.